De la coquille à la carte de crédit, la monnaie n'a jamais cessé d'évoluer. Et aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle ère, l'ère numérique. Forcément, cette transformation, elle amène une question assez fondamentale. Voilà la question qui va nous guider. Imaginez un peu, des transactions qui se font en un claquement de doigts partout dans le monde, mais sans la volatilité, les montagnes russes qu'on associe souvent aux crypto-monnaies. Eh bien, c'est précisément ça, la promesse des stablecoins. Contrairement à d'autres cryptos dont la valeur peut faire le yo-yo, l'idée d'un stablecoin, c'est la stabilité, comme son nom l'indique. Un dollar numérique doit valoir un dollar. Point. Et pour garantir ça, il est adossé à des réserves bien réelles, bien tangibles. Après des années dans un environnement qui ressemblait un peu au Far West, le monde des stablecoins voit débarquer une réglementation majeure aux États-Unis. Voyons un peu comment Washington a décidé de siffler la fin de la récré. Alors voilà le nom complet, le Genius Act. Un nom un peu à rallonge, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la toute première grande loi nationale sur les cryptos aux États-Unis. C'est un vrai tournant pour un secteur qui cherche à la fois à innover, mais aussi à être pris au sérieux. Ce qui est vraiment bluffant ici, c'est la vitesse et le soutien des deux parties. Présenté fin mai, le texte passe au Sénat, à la Chambre des représentants et devient loi en moins de 2 mois. Ça montre bien qu'il y avait une vraie volonté politique d'y voir plus clair et d'établir des règles du jeu. Le mot d'ordre, c'est la confiance. La loi dit en gros, pour chaque dollar numérique que vous créez, vous devez avoir un vrai dollar en réserve. Il faut aussi des audits réguliers pour le prouver et une surveillance à double niveau. Et le point crucial pour le secteur, on clarifie leur statut juridique. Ce ne sont plus des valeurs mobilières, ce qui les sort du viseur de certains régulateurs. C'est une énorme victoire pour eux. Bien sûr, tout le monde n'applaudit pas. D'un côté, les politiques y voient un bon équilibre entre innovation et sécurité. De l'autre, des associations de consommateurs et certains procureurs disent « Attention, ça ne va pas assez loin pour protéger les gens en cas de fraude ou de pépin ». C'est la tension classique entre encourager la croissance et assurer la protection. Bon, assez parlé de politique, revenons sur le terrain. Concrètement, pour une entreprise, ça change quoi? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie et surtout, quels problèmes ça résout? Le réseau Ethereum, c'est un peu comme une autoroute ultra sécurisée mais souvent complètement bouchée, avec des péages hors de prix. Les réseaux de seconde couche, ou Layer 2, c'est comme des voies express qu'on aurait construites juste au-dessus. On profite de la sécurité de l'autoroute principale, mais on file à toute allure et pour bien moins cher. Pour les entreprises, c'est juste essentiel. Et l'impact? Il est bien réel. Prenons l'exemple de Greengrow Solutions. En utilisant ces voies express pour leurs paiements, ils ont tout simplement divisé leurs frais de transaction. 60% de réduction. Pour une entreprise, ce n'est pas un détail, c'est un gain d'efficacité énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus réservé à des experts en technologie. Grâce à des services spécialisés, une entreprise peut se lancer en seulement 4 étapes. On choisit ses monnaies, ses réseaux, et hop, c'est parti. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Ce qui se passe avec le Genius Act, ce n'est pas un événement isolé. En fait, c'est une pièce d'un grand puzzle mondial, celui de la réglementation des crypto-monnaies. Cette citation de Peter Brewin chez PwC résume parfaitement la situation. Fini le temps de l'expérimentation un peu chaotique. On entre dans une phase de maturité. La crypto est en train de s'intégrer à la finance traditionnelle sous l'œil attentif des régulateurs du monde entier. Mais attention, cette convergence ne se fait pas partout au même rythme. D'un côté, on a des pays comme l'Arménie qui ont déjà des lois fiscales très précises. De l'autre, des pays comme l'Angola où c'est encore le grand flou. Ça donne un paysage mondial assez fragmenté, mais la tendance de fond, elle, est très claire. On va vers plus de règles. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Regardons un peu plus loin que les paiements d'aujourd'hui. Essayons d'imaginer le futur que cette technologie dessine. Et ce futur pourrait bien nous surprendre. 8 000 milliards de dollars. Il faut laisser ce chiffre résonner un peu. C'est colossal. Et ça nous dit une chose très importante. Les stablecoins ne sont plus un simple gadget pour spéculateurs. Ils sont en train de devenir les véritables rails, l'infrastructure de base d'une nouvelle économie numérique. Pour une entreprise, se lancer là-dedans implique un choix stratégique majeur. Soit on choisit la simplicité du modèle dépositaire, où l'on confie ses fonds à un tiers, un peu comme une banque, soit on choisit le modèle souverain, où l'on garde le contrôle total de ses fonds. On devient sa propre banque. C'est vraiment un arbitrage entre la commodité et le contrôle. Et cette nouvelle infrastructure, elle ouvre la porte à quelque chose qui relève presque de la science-fiction, le commerce agentique. L'idée, c'est que ce ne sont plus seulement des humains qui payent, mais des programmes, des intelligences artificielles. Imaginez votre voiture qui paie sa place de parking toute seule, ou un assistant de recherche qui achète l'accès à une base de données sans aucune intervention humaine. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Avec cette monnaie programmable et ces agents autonomes, la nature même du commerce est en train de changer. La question n'est plus seulement de savoir comment on paye, mais bien de savoir qui ou quoi effectuera le prochain paiement.